The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour cette nouvelle interview, je suis en compagnie de Régis Bonessé. Salut Régis. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir donc dans les locaux de Equinox. Merci à toi d'être venu. Ça fait super plaisir. Il fait très chaud, mais ici on est bien. Oui, quand même. Il fait assez frais. L'idée, c'était qu'on discute ensemble un petit peu forcément de l'actualité d'Equinox. On va pas revenir sur toute ta carrière parce que je pense que tout le monde sait que tu es le fondateur de Libellude. Et ceux qui ne le savent pas maintenant le savent. Maintenant le savent exactement, et que tu avais constitué à l'époque pour publier, pour éditer Dixit. C'est ça. Et que c'était quand même un pari à l'époque. Ah oui, c'était un pari vu que moi j'escomptais à peine en vivre en me disant ça peut être une chouette opportunité. J'ai fait plus qu'en vivre vu que c'est devenu la belle aventure que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc Libellude constituée en 2008, à l'époque une SARL à associé unique, donc toi. C'est ça. En 2017, tu constitues Libellude Investment, qui était une sorte de holding pour détenir les parts de Libellude. C'est une holding. C'était la holding. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Elle avait juste une activité de holding, donc c'est-à-dire une société qui est là pour porter les parts de Libellude. C'est ça. Donc tu étais aussi l'associé unique. C'était toi, tu avais apporté toutes tes parts. Voilà, moi j'ai toujours tout fait tout seul, souvent. Voilà. Et en 2019, on a eu la transformation de Libellude en société anonyme, donc en changement de statut. Alors on voit que tous ces mouvements, on comprend que c'était pour préparer quelque chose, j'imagine, ou c'était fait avant le début. En toute transparence, la holding, c'était vraiment sur le conseil d'un de mes avocats, avocat fiscaliste, donc tu connais un petit peu le domaine, qui m'avait dit, écoute Régis, j'avais déjà reçu des propositions de vente, mais moi à l'époque j'étais catégorique, j'en avais pas du tout envie. Il m'avait dit, mais fais-le quand même, ça mange pas de pain, si un jour tu vends ta société, c'est beaucoup plus pratique, et j'avais suivi ses conseils vu que je faisais tout à fait confiance. Et voilà, c'est vrai que ça a été plus facile après au niveau de la vente. Donc cette transformation fin 2019, et en juillet 2020, on annonce l'acquisition par Asmodée de la holding, des parts de la holding. Oui, c'est-à-dire c'est Fairway Invest qui est ma holding, qui a racheté, qui a vendu plutôt les parts de Libellude à Asmodée. Ouais. Donc le processus d'acquisition, tu dis qu'au début c'était pas quelque chose auquel tu pensais. Pas du tout, non. Ils t'ont contacté combien de temps avant la réalisation effective de la vente ? C'était il y a très très longtemps. Je me souviens, la toute première fois, c'était dans Essen, et j'étais à côté de Marc Nunes et de Fred Henry, et à un moment, je crois que Fred me balance, mais Régis, tu sais combien ta boîte peut être valorisée ? Je dis, j'en sais rien, je m'étais jamais posé la question, j'avais jamais cherché. Et là, Marc était juste à côté, qui me dit, tiens, pour donner un petit indice, c'est ça, multiplié par ça, et voilà, t'as un ordre d'idée de ce que vaut ta société. Moi, j'étais surpris, je dis, ah, ok, oui, ça vaut des sous, alors que j'en avais même pas vraiment conscience. Mais après, il a fallu peut-être 6 ans pour que je me décide. 6 ans pour que tu te décides. Ouais. Donc, à partir du moment où tu te décides, là, entre en lice toutes les procédures avant une acquisition, c'est-à-dire des due diligence, avec, j'imagine, où on va vraiment avoir des personnes qui sont dans les cabinets d'experts comptables plus pour venir valoriser la société, effectivement trouver la juste valeur le vrai prix d'acquisition de la société. Ouais, puis pour étudier aussi qu'il n'y ait pas de loup, que tout soit bien conforme à ce qui a été déclaré. De toute façon, même si c'était pas conforme, tu signes aussi plein de papiers qui t'engagent de toute façon à revenir en arrière si un lièvre était amené à être découvert. Donc oui, ça durait 1 an quand même, c'est long. Il y avait que Asmodée qui, à ce moment-là, parce que parfois on a des due diligence où on va avoir plusieurs acquéreurs potentiels. Là, il y avait que Asmodée qui était intéressé, ou tu avais d'autres propositions ? Non, il y avait d'autres propositions, mais moi j'ai toujours été quelqu'un de très fidèle. Ça veut dire que ma carrière, je l'ai faite avec Asmodée, et au sein d'Asmodée aussi. J'ai plein de copains, plein de gens aussi que je respecte aussi. C'est une boîte avec laquelle j'ai grandi, qui m'a appris aussi beaucoup de choses, et je me voyais pas de toute façon aller avec quelqu'un d'autre. Ça aurait été pas une belle fin d'aventure pour moi. Ouais. C'était ton distributeur, non ? C'était mon distributeur, ouais. Ouais, donc tu avais déjà une relation privilégiée avec eux quelque part. Enfin, tu les connaissais déjà. Ouais, on avait déjà 10 ans de relations de travail et aussi d'amitié avec certaines personnes au sein d'Asmodée. Souvent, quand on cède des sociétés, quand on est fondateur, on a aussi une partie où on peut rester co-associé. En fait, souvent, on a une période de 2-3 ans où on s'engage, parce que souvent, les sociétés qui ont été fondées, lorsqu'on est le fondateur,
elles sont très liées à la personne du fondateur ou de la fondatrice. Et c'est vrai que c'est aussi ça peut être aussi une sécurité pour les acquéreurs d'avoir cette personne qui continue pour impulser, former les gens, donner une impulsion, continuer de gérer un peu la stratégie. Souvent 2-3 ans, c'est quelque chose qui a été envisagé ou parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas en fait. Non, ça n'a pas été le cas parce que moi je voulais vraiment pouvoir être libre de faire d'autres choses. Donc bien sûr, je restais disponible s'il y avait besoin d'aide et ça on l'a contractualisé. Donc mais c'était très souple, c'est-à-dire que s'ils avaient besoin, j'étais prêt à venir le temps qu'il fallait pour résoudre des problèmes si c'était des problèmes à résoudre et tout. Mais dans les faits, ils n'ont pas eu besoin de moi, ils se sont débrouillés comme des grands et tout s'est très bien passé. Donc quand tu vends tout, entre guillemets, d'un point de vue juridique, t'as plus de lien avec Libellude. Tout à fait. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as quand même eu l'impression d'abandonner un bébé ou est-ce que ça a été quand même une décision Non, je l'ai vraiment mûri, j'ai pas fait ça sur un coup de tête. Et encore une fois, je suis conscient que Libellude a été une aventure extraordinaire, tant dans les jeux qu'on a pu sortir et tant que par le côté humain avec tous les gens qui sont passés à Libellude. Ça a été vraiment une aventure humaine extraordinaire aussi. Et je pense qu'à un moment donné, j'avais fait le tour en termes éditorial de ce que je pense j'avais envie de faire, voilà. On était de plus en plus dans l'ère du marketing, ça veut dire que on avait des produits qui marchaient et il fallait voir comment on pouvait les décliner, faire autre chose et tout. Moi, je pense que j'avais apporté ce que j'avais apporté et j'avais envie maintenant d'autres défis et de faire autre chose. Et donc je suis parti, mais vraiment en toute sérénité. J'avais préparé aussi ma succession, c'est Mathieu qui avait pris la suite. Donc là-dessus, moi j'étais très au clair et aujourd'hui j'ai plein de chouettes souvenirs, mais j'ai aucun regret. Quand tu pars, donc t'as eu Dixit qui a été un immense succès avec beaucoup de déclinaisons, qui est vraiment un jeu influent parce que c'était un des premiers jeux comme ça où en tout cas qui a été très marquant ou d'association d'idées, enfin en tout cas par l'image. Tout à fait. Avec une très grande importance de l'illustration, mais vous avez aussi eu l'As d'or avec Mysterium, vous avez eu si tu fais le bilan, vous avez quand même eu des succès très marquants. Ouais, pour donner un ordre d'idée, je crois que aujourd'hui, Dixit, ça va être plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Mysterium, on en vendait, ça doit être plus d'1 million. Diceforge et Season, ça va être 150 000 exemplaires vendus chacun. Donc ouais, et puis on a eu plein de beaux succès aussi, l'UniQuest ou d'autres, mais ouais, ça a été une belle aventure. l'UniQuest aussi. Ouais. Ça a été une belle aventure. Donc c'est tous ces jeux qui sont un peu qui sont des immatériels qui ont été valorisés en fait, tout le potentiel, c'est ça beaucoup qui a été valorisé dans la vente en fait. C'est ça, parce que ça c'est quelque chose en dur, ça veut dire c'est ce qu'on appelle un peu dans le domaine des IP, donc des marques, et c'est les marques, c'est la propriété intellectuelle qui est valorisée. C'est pour ça que je le dis aussi à tous les gens qui travaillent dans le milieu éditorial, faites bien attention à tous les contrats que vous signez, parce que c'est eux qui font la valeur aussi de ce que vous créez. Donc c'est important de faire des contrats qui soient bien rédigés, bien d'équerre. Ouais, tout à fait. Il faut prendre le temps de bien. Oui, on a toujours l'impression que c'est beaucoup de temps, que c'est de l'argent, que c'est ceci, c'est que cela, et qu'au final c'est pas nécessaire. Donc on ferait mieux de prendre le premier truc qui traîne et changer 2-3 noms. Dans les faits, ça marche pas comme ça, et je pense que c'est pas bien de faire ça comme ça. Tu n'es pas resté en entreprise. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec toi chez Libellude qui sont partis à ce moment-là ou... Non, parce que de toute façon, moi, je me serais pas permis de le faire. C'est-à-dire que quand tu cèdes aussi une boîte, si tu la cèdes puis le lendemain tu cherches à débaucher les gens qui étaient dedans pour faire un autre projet, moi, éthiquement parlant, c'est pas quelque chose qui t'aurait mis à l'aise, qui m'aurait mis à l'aise, et je trouve que c'est pas chouette d'avoir ça en tête. Voilà, donc finalement il y a quand même quelqu'un de Libellude qui nous a rejoint dans mon nouveau projet, mais c'est pareil, ça veut dire que ça s'est fait en discutant avec Osmodée, en disant voilà, il a envie, qu'est-ce que vous en pensez, et puis finalement c'est eux qui m'ont dit oui, non, il n'y a pas de souci, vas-y. Moi j'ai toujours été très transparent, je pense que c'est comme ça qu'on avance bien dans la vie. Pour finir sur Libellude, en fait en février 2021, si j'ai bien compris, Libellude la société a été dissoute. Donc j'imagine qu'elle a été absorbée par une des nombreuses filiales d'Asmodée, je ne sais pas laquelle, et donc en fait... De ce que je sais, ils ont gardé Libellude en tant que marque, mais elle n'existe plus en tant que structure juridique. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Au moment où il y a cette session qui est effective, tu sais déjà que tu vas monter une nouvelle société, ton projet, le projet que tu as, il existe déjà ou pas du tout ? Pas du tout.
pas du tout. Je me retrouve, alors, en plein Covid, parce que c'était un petit peu l'époque, la session, c'était un peu bizarre pour ça. Et je me retrouve dans mon appart à Poitiers et je commence à mettre sur le papier un peu plein d'idées qui me feraient un petit peu kiffer. Voilà, donc il y avait un projet d'hôtel immersif, il y avait ceci, et il y avait aussi un projet de jeu de cartes à collectionner un petit peu novateur. Et en fait, tout simplement, à un moment donné, je me suis dit, il y a cette idée, il y a ce pitch qui était fait. Ça serait dommage de pas demander à des professionnels du secteur tout simplement ce qu'ils en pensent. Et donc tout simplement, moi j'ai sonné à la porte d'Asmodée, donc Stéphane Carville, de Marc Nunes, le fondateur historique, et aussi de Jean-Christophe Giraud, en leur disant est-ce que vous avez un petit peu de temps pour que je vous pitche un projet, et si ça vous botte, pourquoi pas y aller. Je leur présente, ils me disent ouais, c'est super, c'est génial. Donc il y avait beaucoup de freins techniques qu'il fallait lever avant de pouvoir se dire ce projet est réaliste et réalisable. Donc on s'est donné rendez-vous juste un an après en disant voilà, on fait le bilan, et puis moi je serais ravi de vous avoir au bord de la société si on est toujours en vie. Voilà. D'accord. Parce que oui, je l'ai pas dit en introduction, tu étais le fondateur de Libellude, mais tu es aussi auteur de jeux. Ouais. Donc Himalaya, Diceforge, Season aussi. Seasons, Lords of the Elite, mais qui est la réimplémentation en fait de Himalaya. Ouais. Donc toi, en tant que joueur, dans ton parcours de joueur, t'es fan de jeux de cartes à collectionner, j'imagine? Moi, j'ai commencé en 93, donc je devais avoir dans les 14 ans. J'ai découvert Magic, le tout début de Magic, où les decklists n'étaient pas encore publiés sur internet, où on savait vraiment pas ce qu'on allait ouvrir dans un booster. C'était vraiment pour moi une période qui est encore aujourd'hui bercée de plein de nostalgie, et je voulais, à travers ce nouveau projet, retrouver un petit peu toute cette magie qu'il y avait au début, où finalement on savait pas ce que les gens jouaient, on savait pas ce qu'on allait trouver dans un booster, et c'était vraiment super. Ouais, c'est un des jeux fondateurs, un des jeux de ton parcours, enfin fondateur pour toi, Magic. Ah oui, bien sûr, j'y ai énormément joué. Après, plus tardivement, quand j'étais donc en fac, donc quelques années après, je l'ai pratiqué à un niveau compétitif. J'avais tous mes potes baignés dans ce milieu-là. Oui, c'est des super belles années jusqu'à mes années fac. Ouais. Tu y joues encore aujourd'hui? Non, j'ai complètement arrêté. Parce que les jeux de cartes à collectionner, pour s'investir dedans, il faut beaucoup de temps, et le temps j'en avais simplement plus. J'avais d'autres projets pro, je fais aussi un peu de création. Enfin, je suis curieux de plein de choses. Et puis aussi, voilà, c'était un jeu de cartes à collectionner, c'est quelque chose de très communautaire. Donc j'étais à la fac, on s'est un petit peu éloigné avec certains amis qui pratiquaient beaucoup, et de fil en aiguille, voilà, je suis passé à autre chose. Et d'autres jeux de cartes comme tu t'y intéressais, ou c'était vraiment que Magic? Ah non, j'ai joué à beaucoup d'autres jeux de cartes. Il y a eu Spellfire, il y a eu Guardians, il y a eu Middle-earth, il y en a eu pléthore dont j'en souviens plus, les Star Wars, non, j'ai testé et j'ai joué à beaucoup de jeux. Après, il se trouve que beaucoup n'ont pas réussi à s'implanter, donc très vite, voilà, j'avais les cartes et puis il y avait plus les gens pour y jouer. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, je prends plaisir à découvrir un petit peu d'autres jeux, ou les jeux qui sortent. Ouais, parce qu'en fait, c'est quand même un jeu Magic qui, depuis 30 ans, est quand même la référence, en fait, qui a réussi à maintenir son côté un peu mythique, et c'est le fait qu'il soit quand même vraiment la référence du jeu de JCC. Donc, quand tu te dis, je vais en créer un, c'est un gros challenge, j'imagine. Ouais, mais c'est ça qui est rigolo. Ça veut dire que moi, quand je crée des choses dans la vie, j'essaye de les faire par envie, et j'essaye pas déjà de me démoraliser avant tout. Avant que ça ne commence, on me dit mais il y a tel défi, et puis ça va être compliqué. Ah oui, mais est-ce que j'y vais? Et puis on verra. Je me dis, si les choses doivent se faire, elles se feront, et si elles se font pas, et c'est pas grave. Moi vraiment là-dessus, j'ai aucun problème avec éventuellement l'échec ou le fait d'abandonner une idée. Pour moi, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et tant qu'on a envie, on peut faire des choses, c'est ça qui est important. Après, réussir, échouer, c'est pas très grave. Le tout, c'est de tenter. D'accord. Donc quand tu as cette idée qui te vient et qu'elle se précise, et que effectivement tu pitches le jeu et que tu as un bon retour, comment ça se passe? Tu te dis, je vais m'entourer de personnes. T'as déjà des idées en tête ou Ouais, j'appelle déjà un pote, Maxime, avec qui j'avais déjà fait un projet au préalable, et je lui parle un petit peu de l'idée. Lui, il jouait beaucoup à L5R, la légende des 5 anneaux. Il a été notamment une année champion du monde aussi du jeu de cartes et tout. Et je lui dis, tiens, Maxime, j'ai cette idée-là et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te botterait de bosser un petit peu dessus, de défricher avec moi tout ça? Il me dit, ouais, bingo, super, cool, on y va. Puis de deux, on est aujourd'hui une trentaine, quelques années après. Voilà.
Donc tu fondes Equinox, donc qui est la société qui est porteuse du projet, si j'ai bien compris. Ouais. Elle a été fondée en février 2021 avec 300 000 € de capital social. C'est ça. Son associé unique, c'est non, pas son associé unique. Elle a comme associé principal, non, c'est Faraway Invest. C'est ça. Qui est toi, donc dont tu es l'associé unique. Dont je suis l'associé unique, et très récemment, on a fait entrer Asmodée au board aussi. D'accord. Voilà. Et j'ai vu que dans l'actionnariat de Equinox, toi, tu as été considéré comme bénéficiaire effectif via Faraway à 60%. C'est ça. Et donc les 40 autres %, c'est Asmodée. Ouais, tout à fait, ouais. T'as pas eu l'envie aussi parfois on peut aussi faire des actions ou des parts de salariés, enfin ça peut. Non, ça s'est pas fait comme ça. Moi, la volonté aussi de faire rentrer. Après, il y a plein d'autres moyens d'intéresser aussi les gens dans l'entreprise, et ça, c'est des choses qu'on mettra en place. Mais l'idée avec Asmodée, c'est de se dire que un jeu de cartes à collectionner, c'est un projet hyper ambitieux. Ça demande de sortir partout dans le monde au même moment. Ça demande des canaux de distribution qui sont très forts. Et on s'est dit que le meilleur moyen d'arriver à ça, c'était d'impliquer aussi un distributeur dès le début du projet, et ça se passe super bien. Ça veut dire que là, on est en échange avec toutes les équipes d'Asmodée. On a fait le tour de toutes les distributions uniques aux États-Unis, en Italie, en Allemagne. On a pu leur présenter le jeu de façon très très privilégiée. On les implique aussi dans tout le processus aussi de développement, de promotion. Et ça pour moi, d'expérience, ça n'a pas de prix. C'est super important. Ouais, donc tu disais aujourd'hui tu as une équipe de 30 personnes environ. Ouais, tout à fait. Quel type de profil t'as recruté? Alors c'est très partagé. Il faut savoir qu'Alterd, vu que c'est le nom du projet, oui. Bien sûr il y aura un jeu de cartes physique, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal comme un Magic ou plus récemment un Lorcana. Et à côté, tu auras toute une application aussi digitale qui va apporter plein de services qui n'existaient pas aujourd'hui dans le jeu de cartes à collectionner. Si tu veux, je peux te pitcher un petit peu le projet. L'idée, je te disais tout à l'heure, c'était de revenir un petit peu à l'âge d'or du jeu de cartes à collectionner et de retrouver la magie de l'ouverture d'un booster et de la découverte des jeux. Par exemple, une de nos grosses features, c'est des cartes uniques. Ça veut dire que dans tous les 8 boosters, il y aura des cartes uniques au monde aussi dans leur gameplay. Donc il fallait aussi construire un gameplay qui permette de générer aussi suffisamment de cartes pour faire en sorte que quand tu ouvres un booster, tu te dis waouh, tu retrouves un petit peu de magie. Et puis surtout, quand tu joues face à tes adversaires, tu tombes face à des cartes que tu ne connaissais pas précisément. Et ça, c'était c'était le but, c'était l'idée originale. Alors bien sûr, je rassure tous les auditeurs, il y a plein de garde-fous. Le but c'est pas de faire des cartes qu'avec des cartes uniques, elles sont très limitées dans un deck et tout, donc il y aura pas de souci là-dessus en termes d'équilibrage. C'est vraiment pour retrouver ce plaisir et ce fun de la découverte. Puis à côté, on a mis aussi plein d'autres choses. Chaque carte aura aussi un QR code, ce qui fait que nous on a un système super rapide où à l'ouverture d'un booster, en quelques secondes, toutes les cartes sont scannées. Elles sont liées à votre compte, donc on n'a pas besoin pour jouer, on joue une partie normale. Mais ça, le fait d'avoir aussi les cartes qui sont liées à un compte digital, ça va permettre plein de services. Par exemple, s'échanger des cartes partout dans le monde. Il y a un Japonais qui a sa carte en japonais, moi je suis français. J'ai juste à transférer l'ownership digital, ce qui fait que je possède sa carte. Et en même temps, je peux la mettre en français. Donc tu me diras, c'est un jeu de cartes physique, je n'ai que la propriété digitale. À côté, on a un système de print on demand. Donc ça, c'est un partenariat avec Cartamundi, qui fait que n'importe quel joueur peut imprimer à tout moment n'importe quelle carte de sa collection. Donc j'échange ma carte avec un japonais. C'est ça. Elle m'appartient désormais, elle est alliée à mon compte et je peux dire je voudrais la carte en physique maintenant. Et je veux la carte en physique maintenant. Idem si ton chien a bouffé ta carte qui valait super cher, tes enfants jouent avec ou tout simplement tu te les as fait voler ou tu l'as perdu, et pas de souci, tu peux te la faire imprimer. Donc c'est un petit peu un changement de paradigme et ça va aussi simplifier l'inscription des tournois. Tu vois, vu que toutes tes cartes sont aussi dans ton mobile ou dans ton PC, tu peux créer tes listes de decks où que tu sois, tu peux trouver les tournois qui sont à proximité de toi, t'inscrire avec un deck qui est déjà préconçu. Ça permet plein de choses différentes tout en gardant l'aspect physique du jeu, parce que ça c'était important. On n'a pas du tout besoin d'application pour jouer durant une partie. D'accord. Et il y a aussi l'idée d'avoir comme Magic Arena ou... Alors oui, ça c'est forcément des choses qu'on étudie. Alors c'est pas pour la sortie du jeu, mais il y a déjà des choses auxquelles on est en train de penser. Donc là, je vais pas faire des effets d'annonce parce que c'est voilà. Mais en tout cas, oui, on est en train d'étudier la question. Et c'est vrai que si un jour on pouvait imaginer un jeu de cartes physique auquel tu pourrais jouer aussi via d'autres devices. Ça serait cool parce que pour l'instant à Magic Arena il faut avoir les cartes que tu as en physique, elles sont pas en virtuel et vice versa, il n'y a pas de pont, tu vois, ce qui est un peu parfois frustrant parce qu'on aimerait bien pouvoir... Moi je n'ai pas de deck physique,
Oui, mais je me dis, j'aimerais bien avoir mes decks que j'ai en numérique en physique, et inversement, j'imagine que ceux qui ont beaucoup de decks en physique, ils aimeraient peut-être les avoir sur Arena. Ça peut être chouette. Et, voilà. Et de pouvoir en fait avoir vraiment une passerelle complète entre les versions physiques et les versions numériques. Donc écoute, en tout cas notre système, en tout cas technologiquement, nous permettra un jour de le faire si ça doit se faire. D'accord, donc ça veut dire que dans les profils, tu as et des game designers pour le jeu, qui vont vraiment et aussi du coup beaucoup de... J'en reviens à ta question initiale que j'avais oubliée, merci de me la rappeler. Effectivement, on a toute une équipe avec des game designers, des directeurs, directrices artistiques, une personne qui réalise aussi le lore. Alors le lore, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui écrit l'histoire derrière les personnages de notre monde, derrière notre monde, tout ça. Et on a aussi toute une partie effectivement qui s'occupe plus de l'application digitale, avec des chefs de produits digitaux, des programmeurs, des designers d'interface et de parcours utilisateur, voilà. Ça a été long de constituer l'équipe ou ça a été assez rapide? C'était des gens que tu connaissais déjà? En majorité, non. C'est quasiment que des gens que je ne connaissais pas, à part une personne qui nous a rejoint de Libellude. Donc, mais non, ça a été très chouette. Ça s'est fait très vite, parce que en 2 ans, on est monté à 30. Alors certains diront c'est pas beaucoup. Moi, quand même, il faut absorber un petit peu cette croissance et cette cohésion. Mais on a une très belle équipe aujourd'hui et j'en suis très content. Le jeu n'étant pas sorti, c'est aussi donc 30 personnes qui actuellement qui sont salariés de la société, et vous n'avez pas encore de recettes. Du coup, ça sert de vendre une société, ça te permet aussi d'investir dans d'autres projets. Et moi, c'est vraiment ma vision des choses, c'est-à-dire que l'argent tant que tel n'a pas tellement de sens pour moi, sauf celui de pouvoir réinvestir. Faire d'autres projets qui sont super intéressants et qui nécessiteraient effectivement des moyens, parce que effectivement pour monter une équipe de 30 personnes, il faut avoir un petit peu de moyens derrière. Et ça, que encore une fois, j'en reviens, que ça marche ou que ça ne marche pas, voilà, j'aurais tenté, voilà, c'est pas grave. Donc des profils différents. Alors effectivement, comme tu l'as dit, quand tu as eu l'idée du jeu, c'était t'avais l'idée générale, t'avais déjà, tu disais, cette idée de carte unique, retrouver les sensations que t'avais connues toi en tant que joueur de Magic quand t'as découvert le jeu, donc lorsqu'il a été lancé. Comment ça se fait en fait après? C'est en beaucoup de brainstorming avec les gens que t'as recrutés. C'est ça, et puis en fonction de beaucoup d'itérations en fait. Ça veut dire que on a une équipe de game designers et game designers aussi qui avance un petit peu sur le prototype. Toutes les semaines, il y a des tests avec des gens extérieurs. On a aussi des joueurs professionnels aussi. Des joueurs très compétitifs qui viennent un petit peu essayer de voir s'il y aurait pas des cartes trop puissantes ou des interactions de cartes qui seraient trop puissantes, et de semaine en semaine on itère et on rend le jeu un petit peu meilleur, et avec tout un système de questionnaires pour que les gens puissent nous faire des feedbacks. Donc on est sur un processus d'amélioration continue, et ça fait 2 ans maintenant qu'on est sur ce système là, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un jeu qui est chouette, ouais. Donc la partie mécanique, elle vient avant l'univers, j'imagine. Ça a été développé vraiment de façon en parallèle. Ça veut dire que vraiment là, il y a à la fois l'art. Donc l'art, ce qu'on appelle en interne, c'est vraiment la direction artistique, la création des cartes juste en termes d'illustration. Le game design, c'est plus en termes de mécanique, et le lore, c'est vraiment quelle histoire va se dérouler, qu'est-ce qu'on va raconter aux joueurs et aux joueuses. Et ça, c'est important parce que l'histoire, elle pourrait sortir à être inventée ex nihilo. Là aussi, dans un jeu de cartes à collectionner, l'histoire sert à ce qu'on dit dans le milieu, à onboarder les gens dans le jeu, c'est-à-dire à comment les amener à comprendre ce qu'ils font. Je prends un exemple, si dans un jeu, tu récoltes du blé, qu'on te dit avec ce blé-là, tu fais du pain, et ce pain-là, tu peux le vendre pour avoir des pièces d'or. Quand t'expliques ça en termes de règles à quelqu'un, il va dire c'est super logique. Oui. Et durant la partie, il va dire attends, comment je peux avoir de l'or? Oui, alors il faut que je produise du pain et je vends le pain pour Alors que t'as des jeux, c'est pas du tout ça, c'est ce qu'on appelle la diégétique, lier l'histoire aux actions, et ça rend l'accessibilité d'un jeu bien plus grande. Donc il y a eu aussi tout un travail qu'on a mis en œuvre pour que l'histoire, ce qu'on facilite un petit peu l'accès au jeu. Et permettre de justifier les mécaniques, les choix de mécaniques que vous avez fait. On va, si c'est ok, je vais poser d'abord des questions sur le lore. Ouais. Quel est l'univers dans lequel se déroule Altered? Alors en fait, on part du postulat qu'il y a le monde de l'imaginaire, le monde des rêves, qu'à un moment, c'est un petit peu mergé, fusionné avec la réalité, ce qui fait que ça a rendu notre monde tel qu'on le connaissait très très instable. Et il y a un petit îlot comme ça qui a été préservé, sur lesquels c'est basé les fondements d'une nouvelle humanité. Donc cette ville s'appelle Asgartha, cet îlot, et les gens ont vécu en harmonie très longtemps dans ce petit îlot
préservés. Et là où débute le jeu, c'est que les habitants d'Asgartha, les 6 factions qui constituent Asgartha, ont décidé de partir à la redécouverte du monde. Et voilà. Et donc les portes s'ouvrent de la ville et les 6 factions partent à la redécouverte de notre monde. Voilà, un monde qui est devenu instable parce qu'il faut imaginer des flux magiques qui recouvrent un petit peu la planète, et sous l'effet de ces flux magiques, le monde est constamment changeant. Tu vois, un monde peut être transformé en pire prairie, et puis à un moment il y a une rivière, et puis il y a des arbres qui poussent. Enfin bon, l'humanité peut pas vivre là-dedans. Et voilà, c'est là que l'aventure commence. Voilà. D'accord, donc les 6 factions, est-ce que ça correspond un peu ou prou aux couleurs de Magic, ou c'est très différent dans l'idée ? Alors dans Magic, tu peux jouer plusieurs factions, donc ça veut dire que tu as des factions qui sont antagonistes et tu veux pas jouer, enfin si tu peux jouer, mais voilà, tu peux jouer un petit peu jusqu'à toutes les couleurs, les 5 couleurs même. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. Nous, on est vraiment monofaction, donc ça veut dire il y a 6 factions et tu ne peux jouer que les cartes de cette faction-là. Mais je te parlais aussi de notre système de cartes altérées. On a des cartes donc communes, rares et uniques, les uniques que j'évoquais tout à l'heure. Et dans les cartes rares, tu peux avoir... alors, je vais recommander au début parce que sinon on va pas comprendre. Mais en gros, le jeu va se constituer d'un socle de cartes communes. Et contrairement à d'autres jeux, toutes ces cartes communes vont avoir une version rare et qui elles-mêmes vont avoir une version unique. Ça veut dire qu'en fin de compte, voilà, c'est pas une comme... même carte à plusieurs niveaux finalement. À plusieurs niveaux. Sachant que tu ne pourras jouer par exemple que sur un deck de 40 cartes, que 3 cartes uniques, 10 cartes rares, des cartes communes. Donc tu vas être à un moment obligé de faire des choix. Tu vas dire je joue que ce qu'il y a de mieux, c'est pas possible. Et donc là, dans les cartes rares, donc imaginons qu'il y ait 200 communes, je dis ça au hasard, tu auras donc 400 rares parce qu'il y aura 2 versions différentes dans les rares, une qui sera de la faction originale de la carte et l'autre qui sera dans une autre faction, ce qui fait que quand tu vas construire ton deck aussi, bah parfois s'il y a une faction qui s'appelle les Muna par exemple, bah tu vas pouvoir retrouver en carte rare une carte qui n'était pas originale des Muna, qui vient d'une autre faction, qui va te permettre d'avoir des nouveaux principes de jeu, voilà, à exploiter. C'est pour ça que je te parlais de plaisir de la redécouverte, c'est que là en termes de création ça va être costaud quoi. Les gens vont vraiment pouvoir s'éclater là-dessus. Et au niveau de la mécanique pure, donc tu expliquais ces systèmes de niveau de cartes, le fait qu'il y ait quand même des passerelles entre les différentes factions. Comment ça va fonctionner ? Est-ce qu'il y a quel est le coût pour poser les cartes ? Enfin, est-ce qu'il y a des exigences comme ça ? Oui, alors là, on est sur un système très simple. Ça veut dire que, en fait, chaque tour, tu vas choisir une de tes cartes en main. Tu pioches 2 cartes et t'en choisis une dans toute ta main que tu vas pouvoir mettre en mana. Voilà, donc ce qui fait que chaque tour, tu vas avoir de plus en plus d'énergie. Donc là, déjà, t'as pas système de ce qu'on appelait à Magic de mana death ou de choses comme ça, mais des choses qui ont déjà été vues dans d'autres jeux. Donc là, on n'invente pas forcément grand-chose. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir une carte spécifique comme un terrain pour un pouvoir... terrain du tout, non. N'importe quelle carte. Si t'en as pas, bah, effectivement, de toute façon, tu peux pas jouer, quoi. C'est ça. Ces cartes, globalement, vont te permettre de mettre en jeu des créatures. Et il y a 2 zones d'expédition qui sont donc présentes au milieu des 2 joueurs. Et le but, c'est que dans l'expédition de gauche, il va y avoir ton héros. Dans l'expédition de droite, il va y avoir le compagnon de ce héros-là. Et petit à petit, chaque expédition va progresser. Et le but, en fait, c'est que les 2 expéditions se rencontrent, ça simulera le fait que les joueurs ont exploré une nouvelle région du monde. D'accord. Et voilà, la partie sera remportée. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est très important dans ce projet-là, c'est qu'on voulait quelque chose de très positif dans la démarche. C'est-à-dire que là, il s'agit pas de détruire son adversaire, de le tuer, de quelque chose comme ça. On voulait vraiment quelque chose de beaucoup plus positif et aussi un monde. Et donc ça se verra, tu vois. Je te montrerai un peu plus la DA, mais on a quelque chose de très coloré, de un peu plus proche des univers miyazakiesques de Ghibli. Ça, et donc du coup aussi avec une grande place laissée à l'inclusivité et à la diversité. Pour nous, c'est quelque chose qui était important de représenter un petit peu l'humanité telle que nous on la connaît dans notre jeu sans trop essayer de la déformer. Donc en diversité à la fois en termes de couleur de peau, en termes aussi de corpulence, voilà, et qu'il n'y ait pas que des gens maigres, qu'il y ait des gens un petit peu de toute corpulence. Nous, c'était aussi quelque chose qu'on voulait amener dans le jeu. D'accord. Donc on sera pas dans un pitch où on doit réduire à néant son adversaire, mettre les points de vie à 0. C'est c'est une autre démarche en tout cas dans la justification de l'affrontement, quoi. C'est ça, voilà. Ça veut dire on s'affronte, mais déjà les 2 peuvent progresser, c'est possible. 2 expéditions peuvent progresser en même temps, et parfois tu peux progresser d'un côté, pas de l'autre et tout. Mais c'est quelque chose et ça, nos testeurs et testeuses nous l'ont vachement remonté, qui est vécu comme beaucoup moins anxiogène par pas mal de gens.
Ouais, Magic est un jeu qui peut être très violent, enfin vraiment. Ouais, bah après il plaît pas à tous les publics. Nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que notamment sur le public féminin, parfois qui avait une certaine réticence à jouer à des jeux de cartes à collectionner. Là, il y avait quelque chose qui nous a été évoqué de très très positif, quoi. Une envie de découvrir ce monde-là, d'y jouer, et c'était plutôt un chouette retour. Sur le lore, ensuite sur la présentation, donc il y aura du texte sur les cartes, et vous avez envisagé d'autres supports pour partager le lore ou... Et ben justement, les QR codes dont je te parlais tout à l'heure vont faire que quand tu scannes une carte, tu vas pouvoir accéder au lore de chaque carte, découvrir qui est le personnage qui est représenté sur la carte, quelle est son interaction avec les autres, une petite histoire et tout. Donc vraiment, on a fait tout pour que les joueurs, les joueuses puissent s'immerser très très facilement dans l'univers du jeu, parce que souvent dans d'autres jeux c'est un petit peu plus compliqué, tu vois, à part l'illustration qui t'évoque certaines choses. Si tu veux connaître l'histoire, t'es obligé d'aller fouiller sur des sites obscurs ou acheter des bouquins, des trucs comme ça, ce qui fait qu'il y a peu de gens qui font cette démarche là. Nous, ce qu'on veut, c'est le rendre accessible à chacun, à chacune, et que ce soit partie prenante du jeu finalement, et que ça soit partie prenante du jeu, voilà. Et même, tu vois, quand bien même tu vois, t'es dans les transports, tu peux aller picorer un petit peu l'historique des personnages, l'historique du monde, l'histoire de tel événement. Voilà, tu peux aussi consommer ça à ta façon, où que tu sois. Là, le jeu a été très récemment présenté officiellement, si on peut dire, même si on connaissait le projet depuis déjà un peu de temps. Là, il y a eu une vraie présentation, peut-être des cartes, des visuels, enfin de quelque chose qui est définitif, en prévision d'un financement participatif qui est prévu pour février 2024. C'est ça, tout à fait. Le financement participatif, c'était une évidence dès l'origine ou pas du tout ? C'était une évidence, c'était déjà présent au début. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, le jeu de cartes à collectionner, c'est un jeu qui est extrêmement communautaire. Et aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que de faire une campagne Kickstarter pour fédérer une communauté. C'est un outil qui est extraordinaire. Là, on a déjà aussi commencé à rassembler un petit peu toutes les personnes qui étaient sensibles à notre jeu, à qui on a présenté le jeu sur un serveur Discord, et c'est génial parce qu'on voit qu'il y a toute une communauté qui s'intéresse déjà beaucoup au projet, qui discute, qui essaye de savoir telle ou telle chose, qui spécule sur certains points de règle et tout. Et ça, c'est vraiment super chouette, et c'est les bases qu'on a envie de construire justement pour avoir une campagne Kickstarter en 2024 réussie. Mais c'est un vrai financement participatif ou c'est une forme de précommande, enfin... Ah non, on l'a vraiment conçu pour faire en sorte que cette communauté qui va se créer, qui s'investir, on lui réserve des tonnes de surprises, et franchement ça va être un super moment d'échange, voilà. Et encore une fois, lancer un jeu de cartes à collectionner, c'est très compliqué. On est aussi très lucide qu'il y a des gros acteurs sur le marché, déjà des acteurs existants, hein. Je vais citer les trois plus gros, mais Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, et puis tous ceux qui arrivent. T'as Lorcana, t'as aussi Star Wars Unlimited qui a été annoncé par FFG. Donc on sait que c'est un marché qui est très concurrentiel, donc il faut aussi qu'on arrive à se créer un petit peu de visibilité. Et Kickstarter, quand tu es un plus petit acteur, moins connu, ça te permet aussi d'avoir une visibilité sympathique, si bien sûr on réussit notre boulot. Sachant qu'en plus, Lorcana, il bénéficie du monde Disney, qui de toute façon, même pour des gens qui ne jouent pas aux jeux de cartes, fera que qui sont fans de Disney s'y intéresseront. Star Wars, c'est un petit peu pareil même. Enfin, ils ont déjà une franchise en fait qui est déjà bien établie, donc il faut aussi se démarquer, j'imagine, par rapport à ces concurrents potentiels. Puisque comme tu le disais, tous ceux qui sont déjà en place et qui ont fait leurs preuves, quoi. Ouais, tout à fait. Mais moi, je vois la concurrence comme quelque chose de super positif, tu vois. Lorcana, je trouve qu'ils ont vraiment super bien réussi leurs produits. Ils ont une très belle DA, c'est très joli et tout. Tu as joué du coup? Ouais, j'ai joué. Alors c'est un gameplay très simple. Après, c'est aussi le corset, donc on verra comment ils vont faire évoluer ça au fur et à mesure des extensions. Mais c'était ils ont fait un beau boulot. Star Wars aussi, c'est un jeu qui est déjà plus complexe, qui est déjà un petit peu plus pour des core players. Mais je pense que les fans de Star Wars s'accorderont à dire, et puis même les joueurs tout court s'accorderont à dire que c'est un bon jeu. Donc voilà. Après, moi, je cherche pas à... Je me dis, on verra dans 10 ans qui reste. Je suis pas là pour me dire, ah oui, mais eux, ils auraient pu faire ça mieux. Nous, déjà, puis très modestement, nous, on n'a encore rien fait. Donc, j'irai certainement pas jeter la pierre. Je veux dire, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il a pu, ce qu'il a cru le mieux pour son produit. Et puis, à la fin, chacun espère un petit peu tirer son épingle du jeu. Et puis, encore une fois, si ça marche pas, ça veut dire que, peut-être qu'on aura pas fait quelque chose de bien, ou que le public n'aura pas été réceptif, ou qu'il y a eu mieux ailleurs. Puis, c'est la vie, ça arrive et c'est pas grave. Voilà.
Là, tu étais à la Gen Con il y a quelques semaines. Je pense que c'était début août. Non, début août, tout à fait, ouais. Donc, tu as présenté le jeu. Alors, en petit aparté, personne ne vous a volé de cartes parce qu'on a vu l'histoire du vol de cartes de Magic, je crois que c'est ça. Oui, c'est hallucinant. Et on s'est aperçu depuis que c'était des auteurs de jeux. Parce qu'ils s'étaient filmés bizarrement. Ils s'étaient filmés et tout. Et je me dis, mais c'est waouh, comment c'est possible, tu vois, de dire que je sais pas, ils pensaient ne pas être pris ou je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais c'est vraiment ubuesque. Toujours est-il que nous, oui, on était là-bas, donc c'était en B2B. B2B, c'est business to business, ça veut dire que on présentait à des professionnels, des influenceurs, on a eu un super accueil, on a déjà eu pas mal d'articles qui sont sortis ou de petits podcasts et tout, et franchement, on a eu un super accueil. L'univers aussi a été très bien perçu. Enfin, ça nous a bien boosté. Ouais, c'est hyper galvanisant aussi pour les équipes, pour nous tous et nous toutes. Et là, la prochaine présentation, ça va être à Essen. Voilà, là encore en B2B. Et puis après, le reste de l'année, on va faire des roadshows publics auprès de magasins. Voilà, donc il y en aura un petit peu dans tous les pays où on lance le jeu, États-Unis, France, Italie, voilà, tout ça. Parce que oui, je l'ai dit, le financement participatif, c'est prévu pour février, mais la vente en boutique sera pour août. Août, tout à fait. Et donc, ce sera une sortie mondiale. Ça sera une sortie mondiale. Mais ça, c'est aussi grâce à la force de frappe d'Asmodée qu'on peut faire quelque chose comme ça. Ça, c'est chouette. Ok. Tu disais aussi tout à l'heure, tu parlais des tournois. C'est quelque chose que vous allez mettre en place rapidement à la sortie du jeu ou... Ouais, dès le début, il va y avoir du jeu organisé en boutique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'organisated play dans notre petit milieu. Donc les boutiques vont recevoir des kits pour organiser des tournois avec des lots, des récompenses, tout ça. Donc oui, ça sera prévu dès la sortie du jeu. Voilà. Parce que j'imagine que les tournois, c'est aussi ce qui fédère les communautés en fait. Ah oui, et puis pour nous, travailler avec les boutiques, c'est quelque chose de super important. Donc oui, on fait un Kickstarter, mais c'est absolument pas pour concurrencer les boutiques, c'est au contraire pour créer une communauté dès le début, qu'on parle de jeu, voilà, pour que les joueurs, après, qui n'ont peut-être pas pu participer au Kickstarter, on entend parler et le jour où ça se fait en boutique, puis se dire on va l'acheter, parce que nous forcément puis ça a toujours été ma devise, on a envie de travailler avec les boutiques, c'est quelque chose de super important pour nous et elles sont aujourd'hui vitales dans le succès d'un jeu. Ouais. Et en termes de marketing, l'idée c'est de vendre quoi, des boosters, un pack de démarrage, enfin comment vous avez, j'imagine que vous avez déjà commencé à travailler sur la conception du produit, enfin de ce qui va vraiment se retrouver en vente. Tout à fait, ouais. Là, on a une offre qui est très simple, encore une fois, parce qu'on veut pas, on a un nouvel acteur, on veut pas complexifier l'offre dès le début. Donc, on va avoir 6 decks préconstruits, jeux préconstruits. Donc, comme je te dis, il y avait 6 factions, donc on va avoir un deck par faction, où il y aura tout le nécessaire pour pouvoir jouer. Et après, voilà, le système classique de booster, où tu peux en acheter 1, 2, 3, 4. Puis après, bien sûr, tout l'échange qu'il y aura, toute la partie échange, qui sera au niveau monde, qu'il faut pas négliger, où ça sera aussi un jeu dans le jeu, d'aller trouver la carte que t'aimerais bien intégrer dans ton jeu, de l'échanger ou de l'acheter, tout ça, et puis de t'amuser avec ça, ouais. Vous avez déjà travaillé sur le pricing en fait des boosters et tout ça, ou vous savez déjà à peu près? Oui, normalement on devrait se situer vers les 4 €, 3,90 le prix d'un booster, et à peu près 13 €, 12,90 je crois le prix d'un starter. Ok, donc là ça va être l'année prochaine, ça va être une grosse année, donc le lancement. Oui. Vous allez continuer à développer, j'imagine, des cartes, l'univers, etc. Est-ce que tu envisages aussi d'autres projets pour Equinox, ou tu penses que vous allez rester vraiment ciblé sur Altered et son développement? Celui-là est déjà énormous, donc il y a largement suffisamment de boulot, parce que derrière un jeu de cartes à collectionner, c'est un jeu qui vit aussi dans le temps, donc en fait il ne s'arrête pas à un moment donné. Après il y a des extensions, on veut sortir tous les 4 mois du contenu additionnel, donc il va falloir créer des nouveaux artworks, il va falloir créer des nouvelles cartes. On a déjà commencé pour les premières extensions. Et puis au niveau de l'application, c'est rajouter des fonctionnalités, améliorer celles qui existent déjà. Donc on est vraiment dans de l'amélioration et du développement continu. Ouais. Mais là t'es quand même sur le projet pour encore, peut-être pas le long terme, mais au moins moyen terme, le temps que tout ça roule. Si on n'est pas longtemps, ça veut dire que le Kickstarter n'aura pas marché et on parlera pas de nous. Et si ça marche bien, on devrait être un peu là pour un peu plus de temps. En tout cas, t'es sûr que c'est à 100% sur ce projet pendant quand même au moins moyen terme. Et si après ça roule, peut-être t'auras d'autres idées, d'autres. Ouais, après je pense que une entité juridique pour un projet comme ça, c'est bien. Et si voilà, il y a d'autres projets qui se créent, vaut mieux parfois dissocier les choses, parce que encore une fois, ça demande vraiment beaucoup de ressources de faire un jeu de cartes à collectionner. C'est autant du board game, moi j'en ai fait pendant des années, et tu peux arriver avec des petites équipes à faire des trucs très très cool et très sympas. C'est impossible.
avec du jeu de cartes à collectionner, c'est pas possible. Ouais. Ne serait-ce que t'imagines le nombre d'artworks, il faut 300 artworks différents. Bah nous il y avait des vrais gens derrière, hein. Ça veut dire qu'il faut créer les briefs, il faut qu'ils soient cohérents. Donc là déjà t'as des rédactions de qui sont les personnages, est-ce qu'ils ont un lien avec le gameplay. Oui, après il faut faire le brief par rapport aux illustrateurs, illustratrices, il y a les retakes, donc ça veut dire corriger un petit peu, avoir des échanges pour modifier certaines choses jusqu'au rendu final. Et en plus nous dans les artworks on va avoir 3 versions évolutives, ça veut dire que les cartes communes vont avoir un artwork qui va évoluer en version rare, qui va encore évoluer en version unique. Donc chaque carte c'est pas une carte, c'est aussi 3 artworks. Donc il y a beaucoup de boulot. Ouais. Tous les illustrateurs illustratrices, ils sont internalisés? Non. Alors souvent dans le monde de l'illustration, c'est rare d'internaliser. Hein. C'est souvent des freelance, c'est des gens qui viennent un petit peu de partout dans le monde. Et en plus c'est très chouette parce que tout à l'heure je te parlais aussi de notre volonté d'avoir un jeu le plus inclusif possible. Le fait de faire illustrer le jeu par des personnes de cultures différentes, ça permet aussi quelque chose de plus riche. Oui, chacun apporte aussi, du coup, chaque illustrateur et illustratrice apporte quelque chose de personnel dans l'illustration. Ouais. Voilà, et tu vois, quelque chose dont j'ai pris conscience il y a quelques années, c'est par exemple, tu veux représenter une personne asiatique dans une de tes cartes. Si tu fais illustrer par une personne, mettons, française qui a pas une grande connaissance de la culture ou qui a pas été en immersion là-bas, la personne va représenter quelqu'un d'asiatique comme elle se l'imagine, tu vois. Donc, et en fait, les 3/4 du temps, tu vas demander à quelqu'un qui est asiatique en disant est-ce que tu trouves que ça te représente? La majorité du temps, ça va être pas du tout. Alors que nous, on se dira il y a rien de choquant, mais oui, parce qu'on n'est pas, voilà. Donc ça permet aussi d'éviter certains écueils parfois aussi. C'est ça qui est chouette. Tu pourrais envisager de redevenir auteur de jeu ou pas pour l'instant? Alors moi, comme je l'ai souvent dit, je suis un curieux de tout et un passionné de rien. Donc en fait, j'aime bien monter des choses, mais des jeux comme d'autres choses, tu vois. Donc je me ferme pas la porte. Après, il faut avoir quelque chose à dire en fait. Et moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Quand j'ai créé des jeux, c'est toujours avec un peu la prétention, j'ai toujours une petite part de prétention, c'est de l'ego qui dit j'ai l'impression d'amener un petit quelque chose de nouveau que j'ai pas déjà vu. Créer pour créer, c'est pas quelque chose dont j'ai réellement besoin. Si j'ai quelque chose à apporter, je le ferai avec plaisir, sinon non. D'accord. T'arrives encore à jouer toi ou pas beaucoup? Oui. Ah oui, moi je joue régulièrement. Parce que parfois on discute avec des gens qui travaillent dans le milieu du jeu de société et en fait ils disent que finalement ils ne jouent qu'au proto qu'on leur présente, mais en fait qu'ils jouent plus pour leur plaisir vraiment. Ouais, alors moi je trouve ça toujours un petit peu dommage parce que je pense que quand on édite des jeux, c'est très important de se tenir un petit peu au courant de ce qui sort. Alors pas forcément jouer au binge qui sort dans l'année, c'est pas possible, bien sûr, mais au moins tester tous les grands succès de l'année en cours. Il y en a pas forcément 50, tu vois. Les jouer, ça permet de rester un petit peu, je pense, dans l'air du temps, de voir ce que les gens aiment ou voilà, tu vois. Et ça pour moi, ça me paraît indissociable du métier d'éditeur. Après, chacun voit midi à sa porte et peut-être qu'ils en ressentent pas le besoin. Moi, je pense que c'est encore important. Et puis en plus, je prends encore énormément de plaisir à jouer, donc ouais. Dans tes découvertes récentes de jeux, qu'est-ce qui t'a plu par exemple? Alors au-dessus de tout, alors c'est pas le plus récent de tous, mais ça va être Dune Imperium. Alors ça, moi j'en ai fait plein de parties avec toutes les extensions et tout. J'adore vraiment. Puis après, je prends plaisir au jouer à des jeux un petit peu plus légers comme Acropolis, tu vois, des choses qui alors bien sûr, quand t'as l'historique, quand t'as l'histoire en tête des jeux de société depuis très longtemps, tu peux dire ah oui, puis il y a du Talouva, du machin et tout, mais c'est élégant, c'est simple et tout, c'est bien remis sur le devant et c'est des choses qui sont très sympas quoi. Donc voilà, bien sûr il y a le Ark Nova aussi, mais vraiment Dune Imperium, ouais, c'est celui qui m'a le plus ouais. T'es des fans de l'univers aussi peut-être ou pas? Ah oui, l'univers de Frank. Ah si, Frank Herbert, c'était mon bouquin de quand j'étais jeune. C'est-à-dire que, alors autant le cycle de Dune, les 2 premiers bouquins, c'est ok, c'est bien et tout, mais la suite, là où il tombe dans des réflexions un petit peu mystiques, philosophiques et tout sur le sens des choses et de la vie, avec ça, j'ai vraiment adoré. J'ai dévoré les bouquins quand j'étais jeune. Ouais, c'était super. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie beaucoup en tout cas du temps que tu m'as consacré. Et merci à toi. C'était super intéressant. Donc moi j'ai aussi hâte de découvrir le Altered comme l'année prochaine quand on pourra tous y jouer. Et puis en attendant, faut pas hésiter s'il y a des gens qui sont sur Paris, qui veulent participer à des soirées tests, qui aillent nous faire un petit coucou, on les accueillera avec grand plaisir. Le message est passé alors. Voilà. Merci encore et puis merci à toi. À bientôt. Et à tout bientôt. Bye bye.